Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Dans un entretien récemment accordé à Jeune Afrique, Emmanuel Macron a dénoncé le sentiment anti-français qui se propage en Afrique. Le sentiment anti-français en Afrique continue de croître à un rythme vertigineux et fait de plus en plus place à des manifestations hostiles à la France. La France a bel et bien sa responsabilité dans la propagation de ce sentiment anti-français sur le continent. La France, le pays d'Emmanuel Macron, est de plus en plus critiqué aujourd'hui pour sa politique africaine. Mais à qui donc la faute? Suivons maintenant le décryptage de cette situation par nos analystes, qui sont sur le plateau. Suivons. Docteur professeur Paul Bekima, est-ce qu'on peut tenir aujourd'hui pour responsable Moscou et Ankara de financer justement, peut-on dire que Moscou et Ankara sont responsables justement de ce que, je ne vais pas dire de ce discours anti-français, mais en tout cas de ce sentiment, voilà, de ce sentiment qui naît aujourd'hui contre la France. Est-ce que les accusations du président français sont légitimes? Oui, bonjour Madame Siké, je vous remercie de m'avoir sur votre plateau. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de dire bonjour à la galaxie panafricaine, de dire bonjour à mes copanélistes, aux techniciens et à vous-même. Donc, les propos de M. Macron n'engagent que M. Macron, et déjà, il faut pouvoir confronter ces séries d'interviews qu'il donne sur l'Afrique avec l'interview qu'il a donnée à Léa Salamé et Gilles Boulot lors du 14 juillet, où lorsqu'on parle du sentiment de colère des Français, ils trouvent que c'est légitime, que c'est la preuve de la vitalité et de la culture, et même de la maturité du peuple français. Mais quand c'est pour les Africains, il a un autre point de vue. Et son point de vue individuel ne m'intéresse pas particulièrement. Je vais revenir sur quelques interviews qu'il a données et pour vous pointer déjà ses intentions qui, en fait, sont dans un cadre politique global. Ce n'est pas tellement les sentiments de M. Macron qui prévalent. Macron a dit lors d'une interview à la revue spécialisée Le Grand Continent, l'Europe ne réussira pas si l'Afrique ne réussit pas. Et ça, en logique, ça s'appelle une contraposée. Autrement dit, si vous voulez prendre la proposition conditionnelle, si l'Europe réussit, voilà ce que Macron a dit, alors l'Afrique réussira. Donc, du coup, dans sa logique, il est en train de conditionner la réussite de l'Afrique sur celle de l'Europe. Moi, je ne vais pas me lancer dans les sentiments de haine ou de quoi que ce soit. J'analyse et je lis les intentions. Ça nous révèle le paradigme dans lequel il travaille, qui n'est même pas un paradigme qu'il a décidé. La génération actuelle des Français, et en particulier lui, M. Macron, par exemple, à une autre interview, à l'interview sur Jeune Afrique, il dit qu'ils ne sont pas les acteurs, ils n'étaient pas les acteurs de l'esclavage et du colonialisme. Et l'histoire de l'esclavage et de son prolongement de la colonisation n'est pas, d'après moi, un problème de génération d'Africains contre une génération d'Européens, encore moins une affaire d'individus. Fut-il le président de la République française? C'est une affaire d'un peuple contre un autre peuple à travers la conscience collective ou les consciences collectives respectives. Si l'on refuse à l'envisager ainsi, c'est que l'on n'est pas sérieux dans sa résolution. Ce que je veux dire est que l'on ne peut pas prétendre vouloir résoudre un problème d'une telle profondeur et d'une telle envergure historique en s'enfermant dans les dogmatismes idéologiques tels que l'a fait le président Macron. Macron relève également ce qu'il appelle le ressentiment anti-français pour arriver. Et en donne une explication lui-même dans cette interview. Il dit, pour construire une relation apaisée avec les nouvelles générations, il faut n'avoir aucun tabou. Les tabous nourrissent une forme de paranoïa et un ressentiment très fort contre la France. Voilà son explication. Quelques lignes après, il se contredit dans une envolée linguistique absolument condescendante en affirmant que la réaction des Africains n'est que le produit d'une corruption téléguidée par la Turquie et la Russie. Beaucoup d'Africains lui ont déjà apporté des réponses cinglantes auxquelles je souscris. Je n'irai pas plus loin. Je finis en offrant une petite réflexion sur la France et M. Macron. La France est comme un individu qui n'a pas laissé fonctionner, se développer et perfectionner ses fonctions vitales naturelles, mais s'est plutôt contenté d'absorber des produits artificiels
par exemple pour dormir, le Valium, l'insuline pour réguler le taux de sucre, et j'en passe. Du coup, cet organisme a perdu la faculté de s'autoréguler. La France, en pillant l'Afrique, a bloqué le développement de sa capacité d'autonomisation. Et du coup, elle se place dans une position dans laquelle elle dépend de plus en plus d'une campagne de prédation dont la difficulté sera de plus en plus insurmontable. Si elle reste dans cette trajectoire, tous les ratios prouvent qu'elle va certainement se casser la figure. D'ailleurs, Zbigniew Brzezinski, l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Jimmy Carter, l'a rappelé en 2012, lors d'une interview par rapport à l'Occident, que la domination occidentale sur les affaires du monde tire à sa fin. Par rapport à la France et même à l'Occident, la pyramide des âges, à la fois de la France et de l'Occident et de l'Afrique, est actuellement, et elle est tellement défavorable, comme on parle de la France, à la France. Et il serait suicidaire de la part de la France d'envisager une guerre à moyen ou à long terme contre l'Afrique. Pour ce qui est de Macron, il n'est que le président de la France, pas son roi. C'est-à-dire qu'il est lui-même assujetti aux grands objectifs du déploiement de la France. La fin du CFA ou de façon générale, l'interruption de la configuration de la prédation ne peuvent pas être une décision souveraine de Macron. Il n'en a pas qualité. D'ailleurs, s'il se hasarde dans cette voie, vous verrez la vitesse à laquelle il sera débarqué de la présidence française. Cette décision est très au-dessus de ses prérogatives. C'est la raison pour laquelle je demande plutôt aux Africains de cesser de demander à Macron ce qu'il est incapable de leur offrir. À nous les Africains de prendre résolument notre destin en main sans attendre l'Occident des faveurs qui n'arriveront jamais. C'est à la guerre comme à la guerre et advienne que pourra. Je vous remercie, Madame Siké. On va sortir de notre sujet d'accueil avec vous, Fabrice Boa, toujours sur cette question. Peut-être votre point de vue sur ces accusations de la France contre la Turquie et bien évidemment la Russie dans le cadre de la guerre médiatique. Maintenant, les accusations de M. Macron sur la Russie et sur le fait qu'ils insuffleraient une politique anti-française, mais il n'y a pas besoin de cela pour que les Africains comprennent que la politique menée par la France-Afrique et autres puissances néocoloniales est néfaste pour leur développement. Si développement il y a, puisque développement lorsqu'il y a, en général, il est le fait de certains oligarques étrangers, dans le cas précis français, qui utilisent justement leur pouvoir en France pour pouvoir continuer leur prédation. Donc aujourd'hui, ce discours, c'est un peu, vous savez, c'est un discours en fait infantilisant et colonial, en ce sens que les Africains ne pourraient pas eux-mêmes réfléchir, ce serait que par l'influence de quelqu'un d'autre. C'est à peu près la même chose sur l'affaire du coronavirus avec la chloroquine, où on essaye de faire croire que c'est par l'influence de certains en France que les Africains ont acheté ça, alors qu'en fait non, c'est simplement parce qu'ils l'utilisent depuis des dizaines d'années. Mais voilà, c'est le genre de sujet qui démontre encore que malgré les belles paroles aujourd'hui dans les capitales occidentales, on regarde toujours l'Africain comme une chasse gardée, quelqu'un qui ne pourrait pas réfléchir par lui-même. Ben, malheureusement pour M. Macron, ça a changé. Je terminerai simplement en disant que il dit, M. Macron, nous ne devons pas être prisonniers de notre passé. Il parle à l'Afrique et des rapports que la France pourrait avoir avec l'Afrique, et qu'entre la France et l'Afrique, ça doit être une histoire d'amour. Alors oui, moi je suis bien d'accord, il y a beaucoup de points communs, il y a beaucoup de choses qui pourraient construire entre la France et l'Afrique, mais pas entre l'oligarchie française et l'Afrique, pas entre la France-Afrique, tous ces réseaux qui veulent effectivement continuer à ordonner et à décider qui doit être président et qui ne doit pas l'être. Je vous rappelle, je terminerai vraiment là-dessus, qu'il a bien indiqué qu'au prochain sommet France-Afrique qui se déroulera à Montpellier, il veut présenter la société civile au chef d'État, exactement le même plan qu'Obama avait fait pour en fait changer les chefs d'État et mettre des gens totalement cette fois-ci à leur botte. Donc la déclaration française de M. Macron n'a pas tellement d'importance, puisque effectivement il n'est que le porte-parole aujourd'hui d'une oligarchie. Demain ce sera quelqu'un d'autre, mais dans le cas précis ça prouve que Afrique Média fait mal, et c'est très bien. Continuons ainsi, nous sommes sur la bonne voie. Professeur Eroaki, toujours sur notre thématique, Jean-Yves Le Drian, successeur de Foccart, en tout cas c'est l'interrogation, la troisième interrogation de ce soir. On sait que le président Macron, on en parlait tout à l'heure, a appelé à reconsidérer les relations entre l'Afrique et la France. On l'a vu dans ce cas-là. Est-ce qu'on pourrait dire que la politique menée par Jean-Yves Le Drian en Afrique devait être
donc obsolète si l'on s'en tient aux précédentes analyses. Comment considérer donc le discours de la France aujourd'hui? Est-ce un appât ou alors un discours sincère? Je pense déjà le fait qu'il a indiqué que le prochain sommet France-Afrique, qui a été reporté à cause du Covid, qui va se tenir en juillet 2021 à Montpellier, il a expliqué que ça va illustrer un changement de méthode, qu'il va organiser non un sommet classique, mais un sommet en invitant en avant les personnes qui incarnent le renouvellement générationnel. Alors, déjà, je pense ça illustre très bien l'analyse qui a été faite par mon collègue Luc tout à l'heure, avec l'exemple qu'il a donné de Cellou Diallo en Guinée et le danger de réseau de certaines personnes qui pourraient créer des situations inacceptables aujourd'hui en Afrique. Donc pour moi, c'est pas un discours sincère. Déjà dans l'illustration de la méthode qu'ils veulent adopter pour le prochain sommet France-Afrique. Ça d'un côté. De l'autre côté, je pense, il veut se rattraper. Je pense qu'il a aussi un agenda politique. Hein. Les élections sont pour bientôt en France. Et il doit se démerder de trouver une formule pour redynamiser sa présidentielle, avoir une innovation de marque qui pourrait lui permettre d'être un candidat sérieux pour les élections présidentielles prochaines en France. Mais moi je pense qu'il est dépassé par les événements. Et maintenant, aujourd'hui, ce n'est pas une question de dire qu'il faut critiquer la Russie, la Chine et la Turquie, même un pays comme le Maroc. Aujourd'hui, si on veut être sincère avec l'Afrique, il faut faire des propositions concrètes. Il a déjà commencé par ne pas respecter deux rendez-vous importants, celui de l'éco, d'accord, sur au niveau de la gouvernance économique des pays de la CEDEAO, et deuxièmement, une nouvelle méthode pour le sommet France-Afrique. Je pense qu'aucun chef d'État ne serait très attentif à sa proposition. La France, comme je viens de le dire, doit repenser sa stratégie, mais je pense que l'Afrique doit dialoguer en tant que continent avec l'Europe, avec l'Union européenne. Pas à travers Paris. Paris n'est pas plus important que Berlin. L'Afrique, le continent africain, doit vraiment élever le dialogue à un niveau de l'Europe. Il y a le rôle important aussi, vous savez, l'Italie est en train de critiquer très sévèrement ces dernières années la position coloniale de la France. Et c'est un pays voisin de la France. C'est pas le Cameroun, c'est pas la Guinée, c'est pas le Nigeria. C'est les Italiens eux-mêmes qui le disent. Ils critiquent sévèrement l'échec de l'union monétaire qui a été proposée par la France, le franc CFA, la présence et l'influence de la France sur ce dossier qui n'est pas du tout bienvenue. Et là, on continue. Si on est dans une logique européenne, on devrait penser à plutôt un forum Europe-Afrique. Alors, si on est dans une logique de colon, comme disait tout à l'heure Luc, alors on va continuer dans cette logique de Paris, France-Afrique, le forum France-Afrique. L'Afrique doit être dans une logique avec l'Europe, comme il l'est avec la Chine, comme il l'est avec la Russie. Il s'agit de développer une véritable coopération avec l'Europe et de développer ensemble un véritable plan Marshall si l'Europe voudrait vraiment travailler à long terme avec l'Afrique. Et ça pourrait être fait dans une formule de gagnant-gagnant, sans pour autant, je pense qu'il y a de l'espace pour tout le monde. L'Afrique n'a jamais mis à l'écart aucun partenaire. L'Afrique est un pays, a toujours été un continent d'accueil. C'est aux Européens de faire le pas, de montrer leur sincérité et leur volonté réellement de participer au développement réel du continent africain
Et ça passe par des projets comme l'Union monétaire des pays de CEDEAO, ça passe par des projets comme le développement du commerce, ça passe par le projet comme le problème de l'immigration, problème de sécurité, etc. Merci beaucoup. Cas présent, Jean-Yves Le Drian, est-il le garant de la France-Afrique comme le pensent certains? J'ai pas entendu. Alors, d'accord, je vais reprendre avec plaisir la question. Peut-on dire que Jean-Yves Le Drian aujourd'hui est le garant de la France-Afrique? Non, je ne pense pas. Quoi? Que représente-t-il à votre avis? Que représente-t-il? Je pense, ce que je disais tout à l'heure, il y a un débat de fond qui n'a pas été soulevé. C'est pas le fait, on connaît le parcours du ministre des Affaires étrangères et de l'Europe. Le renouveau de la coopération, de la relation avec l'Afrique va nécessiter des transformations profondes et importantes et une volonté des parts et des autres. Ce n'est pas dans le... il est inacceptable aujourd'hui, après l'élection légitime du président guinéen, qui n'a pas été félicité par l'Élysée. Alors, il est le garant avec l'Afrique. Sous quel aspect? L'Afrique des amis, l'Afrique de Ouattara. Je n'ai rien contre la personne de Ouattara, mais je parle de sa gouvernance, de son élection. Donc, on peut pas avoir... C'est des discours qui ne vont plus tenir, et je pense qu'il faut des gens plus responsables, plus crédibles pour mener réellement un nouveau dialogue et pour repositionner la France par rapport à l'Afrique et de montrer ça dans l'action, pas dans les paroles, pas dans les changements d'individus, pas le changement de Premier ministre, de ministre des Affaires étrangères. Et je pense que Macron, maintenant, il s'inscrit dans une logique d'élection, de campagne électorale, et c'est pour cela le dossier de l'Afrique, et c'est important pour lui, d'une façon ou d'une autre, de réussir sa politique africaine. Alors, il restera l'histoire de le juger, mais je pense qu'il est déjà parti sur des mauvais pas avec l'Afrique à travers le dossier de l'écho, et maintenant avec cette formule de France-Afrique qui veut mettre les personnes qui incarnent le renouvellement générationnel, c'est-à-dire qu'il n'est pas intéressé avec le dialogue avec les chefs d'État existants. Voilà, grosso modo. Je poursuis avec vous sur la question, votre avis, tout simplement. Elle a adressé à qui? Fabrice Bauer pour la question. Oui, non, sur l'Italie qui critique la France, ça vient de leur opposition sur la Libye. Ils défendent pas exactement les mêmes positions, donc ce n'est pas une critique de la politique de la France en Afrique, c'est simplement une critique que la France est sur les plates-bandes selon Rome de ses intérêts. C'est une autre histoire. Mais pour revenir sur ce que vous avez dit... Mais il y avait le dossier du CFA qui a été mis sur la table par le vice-premier ministre. Ça, c'est le prétexte. Mais c'est facile à faire, effectivement, quand on a, on va dire, aucun intérêt presque direct. Mais sur la Libye, l'opposition, c'est sur la Libye. C'est sûr. Ça a commencé à partir de là. Mais sur la question qui a été posée par Manuela, tout a été dit en fait dans la fabrique des barbouzes, dans ce livre. Je rappelle quand même que aujourd'hui, du départ de Focard jusqu'à Le Drian, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Et je peux vous dire que dans les contacts ou les rencontres que j'ai pu faire avec certains Français anciens des services, je puis vous dire que c'est une réalité qui n'est pas vieille. J'ai des histoires, moi, qui datent en Afrique d'il y a quelques années et qui datent de l'après-chute de Kadhafi. Donc, et je vous assure que c'est pas joli de la part de ce que j'ai pu entendre. Donc, ça existe toujours. Et puis, je mets quand même en rapport toujours, effectivement, la France qui critique aujourd'hui la Russie. Et je rappelle, la plupart, c'est les médias de l'OTAN, puisqu'aujourd'hui, on a une propagande russophobe classique. Automatiquement, dès qu'on parle de la Russie, c'est pour dire quelque chose de négatif. Et donc on a aujourd'hui cette propagande, on dit toujours avec un œil, comme si c'était d'ailleurs quelque chose de très négatif. Je suis pas sûr qu'en Russie d'ailleurs ce soit pris de cette façon-là,
J'ai mon avis là-dessus, mais pour les personnes qui ne connaissent pas la Russie, on peut, je mets l'indication, mais on dit toujours Vladimir Poutine, c'est un tchéquiste, donc un ancien du KGB, mais sauf que les barbouzes, ça c'est la France, c'est pas la Russie, et que le groupe Wagner qui sont donc des contracteurs russes, c'est pas Bob Denard, hein. C'est pas ces coups-là, ils sont là sur demande des gouvernements légitimes et légaux des pays africains pour charger essentiellement d'ailleurs de la sécurité, dans le cas précis de la République centrafricaine, je le reprends parce que c'est vraiment un symbole, de la sécurité du président. Pourquoi? Parce qu'auparavant, c'était qui assurait sa sécurité, à part certains militaires français. Donc on a bien compris aujourd'hui qu'il y a une différence et que aujourd'hui Le Drian est bien après avoir été dans le camp des Américains, puisque c'est un young leader. N'oublions pas, hein, c'est la French American Foundation qui forme les élites, en fait, les futures élites ce qu'on appelle le Parti américain, c'est-à-dire ceux qui collaborent, qui ont une vision atlantiste, et qui en réalité ne défendent pas les intérêts de l'Europe, mais à casser parce que là, effectivement, ça cassait ses propres intérêts, puisqu'à ce niveau-là, il y a des intérêts étatiques, mais il y a aussi surtout des intérêts économiques. Et bon, évidemment, certainement, il y a des enveloppes qui doivent circuler. Donc voilà, c'est pourquoi aujourd'hui, Le Drian est à la tête de cela. La France a une bonne expérience en ce domaine. Et aujourd'hui, elle continue à le mettre en place. Il n'y a rien de surprenant, mais par contre, effectivement, c'est la poursuite dans une voie qui aujourd'hui n'aura pas. Si on prend ça peut-être à vision 5-10 ans, peut-être qu'ils auront des réussites contre l'Afrique. Mais pour autant, sur le long terme, c'est une erreur stratégique, puisque aujourd'hui, je le répète, cette Europe désindustrialisée, puisqu'ayant tout transmis, on va dire, en Asie, dans les pays à une main-d'œuvre, à un coût de main-d'œuvre plus bas, aujourd'hui, cette Europe, effectivement, va s'enliser dans cette crise économique. Et ce n'est pas en reproduisant le schéma colonial, en cherchant les matières premières ailleurs pour faire la richesse de quelques-uns qui pourra changer les choses, puisque même en France, ça va changer, puisque avant, il y avait des matières premières, mais qui étaient transformées en France. Ça pouvait peut-être donner, entre guillemets, même s'il y a beaucoup de mines en France, du travail dans les usines, sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'usines en France. Donc, autant on pouvait faire croire avant, vous savez, tous ces gens-là, je veux vraiment finir sur une chose, je rappellerai quand même aujourd'hui dans le discours, c'est que on cherche toujours des prétextes, et le lexique a une importance. Auparavant, on disait que c'était le fardeau de l'homme blanc pour aller civiliser, évidemment, le barbare africain. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on parle? Aujourd'hui, on parle effectivement de bonne gouvernance, de droits de l'homme, de communauté internationale, d'ingérence humanitaire. Mais la réalité, c'est toujours les interventions et les éliminations d'opposants ou de présidents qui gênent. Et ça, c'est la fabrique des barbouzes. Ça, c'est typiquement français. Et donc, quand on voit la France critiquer la Russie, c'est-à-dire si on met les deux face à face, les pratiques de ces pays en Afrique, on va dire qu'il n'y a pas photo. Il y en a un qui vient avec des principes, c'est-à-dire je respecte la souveraineté des États, je respecte le droit international, et je suis là pour apporter une aide qu'on me demande, je ne l'impose pas, qu'on me demande. Je ne vais pas faire le travail pour les Africains, mais je suis là pour aider les États africains. Ça, c'est le discours de Moscou. Et vous avez la France qui, derrière, toujours son discours aujourd'hui soi-disant progressiste, est en fait un discours néocolonial renouvelé, et qui veut aujourd'hui, pense qu'elle peut toujours agir comme au 19e siècle, sauf que non, aujourd'hui ça a changé, et si Internet effectivement a beaucoup de défauts, elle a aussi un avantage, c'est qu'elle a permis la circulation des idées, et avec une différence en Afrique par rapport au reste du monde, c'est que c'est les masses africaines qui ont poussé ce nouveau panafricanisme, alors qu'en général, partout dans le monde, c'est d'abord une élite qui a une idée, une alternative, et qui après la diffuse dans la société. En Afrique, c'est l'inverse, et ça, ils ne se rendent pas compte. Alors si aujourd'hui, effectivement, la société africaine n'est pas aussi structurée que cela, il n'empêche qu'il y a des chefs d'État africains qui, c'est pourquoi moi je soutiens ces chefs d'État africains qui ont repris le flambeau du panafricanisme après l'assassinat de Muammar Kadhafi par Cameron, par Sarkozy et par Obama. Et donc, je pense que c'est cela la voie. C'est pas simplement
la prise en main, effectivement, de ce nouveau panafricanisme par les masses africaines, en supportant les chefs d'État africains qui peuvent, eux, agir. Peut-être sortir de cette question, votre avis également, tout simplement, ce parallèle ou encore cette comparaison qui est établie aujourd'hui entre l'actuel ministre français des Affaires étrangères et bien sûr M. Foccart, dont on connaît très bien, il est d'ailleurs appelé, il était appelé le Monsieur Afrique. Votre avis, votre analyse? La question s'adresse à qui? Docteur Paul Bekima, bien évidemment. Ah, ok, j'ai pas suivi. Merci, Madame Siké. C'est-à-dire, en général, je mets très peu d'accent sur les individus. Je m'occupe beaucoup plus des systèmes parce que non seulement c'est plus stable, mais c'est plus facile à étudier et produire de meilleurs résultats. Que ce soit Jean-Yves Le Drian ou bien Jean Foccart, ce ne sont que des personnages qui agissent dans le cadre de la répression ou des opérations, des OP noirs, dans une plateforme de la prédation. Donc le problème en vérité, c'est la prédation qu'il faut bien comprendre et comprendre son déploiement. Donc il y a la forme sauvage, c'est-à-dire qu'on retrouve dans la jungle où un lion est obligé de courir derrière une antilope tous les jours. Mais la prédation humaine est beaucoup plus sophistiquée que cela. C'est-à-dire, dans une première phase, les victimes ont été rapprochées. Donc, on leur donne l'impression de faire partie d'un système, alors qu'en fait, c'est une manière de les mettre très près des prédateurs. Et aujourd'hui, ça atteint même une phase extrêmement élaborée, dans laquelle les victimes participent à l'élaboration des stratégies qui vont finir par les détruire. Vous voyez, par exemple, les Africains sont allés bomber le torse à Paris, dans l'accord climatique de Paris, alors que c'est un accord qui est totalement dirigé contre eux. Et avant cela, ils ont bombé le torse dans l'accord de Rome à la CPI. Donc, la prédation, aujourd'hui, avec l'arrivée de Biden, revient au galop. Ça sera quelque chose de très, très dangereux pour les Africains. Pourquoi? Parce qu'elle revient déjà sous une forme tout à fait décomplexée. Qui est Joe Biden en réalité? Joe Biden est pour l'Ukraine ce que Paul Bremer a été pour l'Irak. Et qui est Paul Bremer? Paul Bremer était l'envoyé spécial de George W. Bush en Irak, donc de fait, le gouverneur de l'Irak. Quand il est arrivé en Irak, d'ailleurs c'est un ancien des cabinets de Kissinger, il a transformé l'Irak en un laboratoire capitaliste. Vous devez vous souvenir de ce qu'on appelle son ordre 39 sur l'investissement étranger. Il a livré d'ailleurs toutes les banques irakiennes aux étrangers. Il a donné des contrats à des compagnies essentiellement américaines, notamment Blackwater. Et Joe Biden lui-même est impliqué à travers son frère, qui a eu un contrat en Irak sur l'immobilier de 1,5 milliard, alors qu'il n'est pas un spécialiste de l'immobilier. Donc vous devez bien comprendre cela. Et ils l'ont fait en s'appuyant sur des gens comme les Ahmed Chalabi, qui sont des traits tels qu'on retrouve aujourd'hui un bon nombre en Afrique. Donc, je vais finir déjà en disant 2 ou 3 choses aux Africains et aux prédateurs. Les Africains doivent se tenir prêts parce que l'heure est vraiment grave. Et pour les Occidentaux qui pensent qu'on est encore dans l'ère de la prédation, qu'ils sachent, qu'ils se souviennent de ce qu'on appelait le Blood River War, avec l'un des successeurs de Tchaka qu'on appelait Kachiwayo, où la légende dit que du sang a coulé sur ce fleuve pendant à peu près 4 jours. Et qu'ils sachent aujourd'hui qu'il n'y a pas qu'un seul Kachiwayo en Afrique. Il n'y a pas qu'une dizaine, il n'y a pas qu'une centaine, il n'y a pas qu'un millier, il y a des centaines de milliers. Toute entreprise en Afrique qui va vouloir adopter des formes dépassées de la prédation vont rencontrer, comment dire, des scandales et des tragédies extrêmement graves pour tous les peuples. Donc, nous sommes à une ère où on doit cesser de sous-estimer les gens et croire qu'ils ne réfléchissent pas et de venir et d'engager des discussions raisonnables avec les Africains
sur cette base-là, le monde sera meilleur pour presque tout le monde parce qu'il y en a pour tout le monde. L'Afrique est ouverte, mais l'Afrique aura de plus en plus du mal, de par sa démographie, à être la proie de quelques pays que ce soit. Ce temps-là est dépassé. Je vous remercie. Bekima, merci beaucoup. On a encore environ 5 minutes pour sortir. Alors, on va donner à peu près 1 minute par intervention, une minute pour sortir. Et pour conclure de manière générale la thématique que nous avons abordée aujourd'hui, peut-être autour d'une question, comment est-ce que l'Afrique peut-elle donc mettre à profit cette guerre géopolitique qui voilà, se joue autour d'elle? Alors, je vais commencer par vous. En 1 minute, Michael Ergorov, pour sortir votre mot de conclusion. Beaucoup de choses importantes ont été dites aujourd'hui et je pense que l'essentiel à retenir, c'est qu'effectivement, c'est aux Africains de décider de leur avenir dans un cadre souverain et panafricain. Ce sont les deux solutions principales. L'Afrique a aujourd'hui la possibilité de tourner la page des injustices une bonne fois pour toutes en comprenant les véritables priorités, les véritables défis auxquels elle fait face. Les priorités, c'est l'unité africaine, c'est la défense de la souveraineté, l'opposition aux interférences extérieures et le fait de bâtir des relations extérieures saines avec les acteurs non continentaux, même si on sait, et ça a été dit aujourd'hui, qu'il est très important aussi de développer, et c'est peut-être même le plus important de développer le partenariat intra-africain. En ce qui concerne les partenariats extra-continentaux, l'Afrique doit avoir la possibilité, la pleine liberté de le faire, conformément à sa liberté, à son indépendance, à sa souveraineté. Je pense que c'est le principal et tout le monde doit le comprendre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui le comprennent et qui soutiennent ce processus. Ceux qui ne le comprennent pas devront s'adapter au risque de perdre tout s'ils ne s'adaptent pas. Garmandi Agorov, je poursuis rapidement avec vous, professeur Karim Erouaki, toujours dans la même lancée en guise de conclusion. Que doit donc faire l'Afrique? Que doit-on retenir? Je pense que le plus important, c'est que le continent africain, il est ouvert au dialogue. Le continent africain doit mettre toute l'emphase sur son développement. La coopération internationale pour le continent africain, elle est importante. Il a déjà des partenaires de taille qui se voient dans le respect de la non-gérance, qui est le cas de la Russie, le cas de la Chine, le cas de la Turquie. Et l'Europe doit réellement faire ce grand pas envers l'Afrique de respect mutuel et de la coopération gagnant-gagnant. Tout le monde va y gagner si l'Afrique, comme disait Federico Mayor, est le berceau de l'humanité, c'est la mémoire de l'humanité aussi. L'Afrique, c'est la force de l'Afrique, c'est pas l'Afrique de la force, c'est l'Afrique des valeurs. Et je pense que l'Afrique est en train de se construire par elle-même. L'Afrique n'est pas un dépôt de matières premières, c'est des ressources humaines importantes, intelligentes, qui peuvent apporter beaucoup au reste du monde. Et c'est dans cette logique qu'il faut respecter l'Afrique. Merci également à vous, professeur. Professeur Adam, je poursuis avec vous. Qu'est-ce qu'on devrait retenir après cet échange, après cette analyse? Alors, je suis d'accord avec professeur Erouaki. Il est très important que l'Afrique commence un dialogue sur le futur, sur l'avenir, avec tous les pays. Mais je suis aussi d'accord avec monsieur Gennady Egorov, parce que ce sera mieux sur une base de souveraineté et de liberté des peuples africains. Et je crois que nous avons parlé de beaucoup de choses, mais nous n'avons pas mentionné la jeunesse, parce que le futur de l'Afrique, c'est la jeunesse. Et tout développement sera construit sur la base des jeux gens d'Afrique. Merci à vous, professeur Adams, pour cette conclusion. Je poursuis avec vous, docteur Paul Bekima. Peut-être quelques mots pour sortir. Qu'est-ce qu'on retient de manière définitive? Que doit donc faire l'Afrique face
à cette guerre géopolitique qui se joue autour d'elle? Merci, je vous remercie bien de m'avoir reçu dans votre émission. Donc, je finis en célébrant le nationalisme africain et je préfère dire immédiatement ici que je n'adhère pas au thèse nationaliste de George Freeman, je l'ai dit à l'une des émissions, parce qu'il veut détruire la barrière qui existe entre le nationalisme et le libéralisme. Je lui préfère des géopoliticiens comme Michael Clare et surtout John G. Chimers de la prestigieuse université de Chicago, qui prône un vrai nationalisme non libéral. La souveraineté de l'Afrique ne dépendra principalement que des Africains. Et ça, c'est ce que je retiens. Merci infiniment à vous, Dr Paul Bekima. Fabrice Boer, en 1 minute également, votre mot de fin. Je pourrais dire que le monde de demain, c'est le monde des blocs géopolitiques, qu'on le veuille ou non, c'est dans cela on se dirige. Cette démondialisation telle qu'on va l'aborder dans l'après-crise sanitaire se tournera vers des blocs centrés d'un point de vue continental, d'un point de vue géopolitique. En cela, moi personnellement, je milite justement pour l'alliance entre l'eurasisme, le nouvel eurasisme qui se construit autour de Moscou et le nouvel panafricanisme qui aujourd'hui grandit en Afrique dans un axe géopolitique Afrique-Eurasie. C'est cela que je vois dans le cadre effectivement de quelque chose, je pense, qui est partagé par tout le monde, qui n'est pas remis en cause par tous les défenseurs honnêtes de la cause des peuples, à savoir la souveraineté des peuples et des nouvelles alliances, puisque la vraie communauté internationale, c'est celle-ci. Ce n'est pas celle autoproclamée de quelques puissances ex-coloniales ou qui pensent qu'elle peut encore pratiquer sa politique au XXIe siècle comme elle a pu le faire les siècles précédents. Professeur Iroakim, bien évidemment, pour sortir de ce second axe, est-ce que selon vous l'Afrique finalement a besoin de l'Occident dans le sens large du terme, bien évidemment, est-ce que l'Afrique a besoin justement de l'Occident pour se construire, professeur? Le panel, il va se rendre compte que c'est pas moi qui ai parlé d'un dialogue de 30 ans. C'était pas moi, c'était un autre intervenant. Mais c'est pas grave. Concernant votre question, je pense qu'on a tous besoin ensemble. On ne peut pas vivre en autarcie. Il a tout à fait raison, Fabrice. Il vient de souligner la Russie, par exemple, elle est riche en ressources naturelles. Le pétrole, le gaz, l'or et j'en passe. Ce n'est pas à la conquête de l'Afrique motivée par l'exploitation de d'autres minerais. L'Afrique ne peut pas s'en passer du reste du monde et le reste du monde ne peut pas s'en passer de l'Afrique. Mais ce qui est important, c'est de recadrer ça dans un partenariat de gagnant-gagnant, très important, de respect de la souveraineté de chaque État, de non-ingérence. Tous ces éléments sont très importants dans la redéfinition des relations internationales. J'aimerais faire l'état des lieux le parallèle entre la Russie et la Chine. À bien des égards, Moscou et Pékin partagent des conceptions communes des relations internationales, telles que, par exemple, la mise en exergue des concepts de souveraineté et de non-ingérence dans les affaires intérieures. Ça, c'est très important, très apprécié par les Africains et très apprécié par n'importe quel pays souverain. La reconnaissance de la pluralité des modèles de développement. On ne va pas imposer une démocratie, un modèle de développement particulier. Il s'oppose en cela aux normes de valeurs défendues par l'Union européenne. Je pense aujourd'hui, la force de l'Union européenne, c'est pas l'Union européenne de la force. Ce n'est pas la présence militaire. Ce n'est pas, comme tout à l'heure disait, repenser le muscle français de la force maritime française au niveau de l'Afrique, comme expliquait tout à l'heure Luc. Mais l'Afrique a besoin d'un véritable partenaire. Et je reviens là-dessus parce que peut-être vous allez être fatigué. L'Afrique doit définir avec l'Europe dans un partenariat gagnant-gagnant un véritable
on va l'appeler le plan Mandela, pour ne pas dire le plan Marshall, par référence à un Africain. Mais il faut qu'un cadre de coopération générale doit être bien défini, auquel participent les deux parties, les Africains et les Européens. De l'autre côté, on ne peut pas voir un continent africain sans présence au Conseil de sécurité à l'ONU. Je pense que ça a été soulevé à plusieurs reprises par le professeur Alpha Condé, le président de la Guinée, dans l'exercice quand il était président de l'Union africaine en 2017. C'est très important, ça va redonner un poids politique important à l'Afrique et une écoute au niveau des instances internationales. L'Afrique, son avenir est entre ses mains. Je pense que les Africains sont conscients de ça. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, au lieu, quel que soit ce partenaire, tout simplement va mettre la main sur un partenaire particulier et le critiquer, comme le cas de la France vis-à-vis la Russie, vis-à-vis la Turquie, vis-à-vis la Chine. Tous ces pays, s'ils sont entrés en Afrique, évidemment, il y a des intérêts mutuellement bénéfiques pour les deux, le continent africain et le continent chinois. Si on veut savoir plus, il faut vraiment voir sur le terrain qu'est-ce qui se passe pour voir l'impact de la présence chinoise, pour voir l'impact de la présence russe, pour voir l'impact de la présence turque au niveau de l'Afrique. Et même un pays qui joue aussi un rôle de soft power au niveau de l'Afrique, le Maroc, qui a une présence importante en Afrique. La France aussi le critique. Et alors la France doit repenser sa stratégie et doit sortir de cette logique impérialiste, imposante d'ex-colons qui a... Je suis un petit peu surpris en disant que la prochaine édition de France-Afrique sera pas orientée vers les chefs de l'État, mais plutôt vraiment pour d'autres opérateurs importants de la société, peut-être le futur de l'Afrique. Bon, mais ça, c'est une autre méthode de voir les choses. On peut pas, si ces modèles les rencontres des grandes puissances, la rencontre, le sommet Afrique-Russie, le sommet Chine-Afrique ou le sommet France-Afrique est important parce que c'est aussi un espace de dialogue où les chefs d'État ont l'occasion de parler avec leurs partenaires. C'est aussi une possibilité de dialogue entre les chefs d'État eux-mêmes. L'Afrique, son futur, doit être contrôlé par elle-même, mais l'Afrique aussi, elle a besoin du reste du monde. Merci à vous, professeur. On va donc sans transition aborder le dernier axe de notre débat. On parle justement des méthodes de Jacques Foccart reprises par Jean-Yves Le Drian. L'on s'interroge de toutes les façons. Avec l'analyse de nos invités, on essaiera de comprendre pourquoi peut-être cette comparaison aujourd'hui. Alors, je vais commencer par vous, Michael Garmondi-Agorov. Est-il juste aujourd'hui de faire le parallèle? On sait ce que représente Jacques Foccart en Afrique, ou alors pour la France. Est-ce qu'aujourd'hui, il est juste de faire le parallèle entre Jacques Foccart et bien évidemment l'actuel ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian? Oui, Manuela, parfaitement. Je pense que c'est un parallèle tout à fait justifié parce que on retrouve beaucoup de similitudes dans les méthodes et notamment donc ces réseaux obscurs qui ont créé la France-Afrique. Aujourd'hui, dans le cadre du travail qui est appliqué par le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, effectivement, on retrouve un parallèle tout à fait évident. Et je peux vous dire même plus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le travail de lobby qui est appliqué par la diplomatie française, et notamment personnellement par Le Drian, pour justement stopper par tous les moyens la montée en puissance et la montée des relations entre les pays africains et les partenaires extérieurs non occidentaux, la Russie notamment, et aussi d'autres pays, cela confirme que cette approche est très... on peut vraiment faire le parallèle entre ce que faisait Jacques Foccart en son temps et ce que fait aujourd'hui Jean-Yves Le Drian. Bon, évidemment,
Et chacun a sa spécificité, les époques sont différentes, le monde est différent, effectivement, cela a été bien rappelé, on l'a bien rappelé aujourd'hui, mais le fait est que ce refus de pouvoir accepter une autre présence dans les pays anciennement colonisés par la France, par Paris, confirme effectivement que ce parallèle est tout à fait juste. Aujourd'hui, je pense que, mais c'est ça, je pense qu'en fait, je pense que cette approche, c'est en fait la faiblesse de l'élite française aujourd'hui. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans un monde qui ne cesse d'évoluer chaque jour qui passe, et j'aimerais d'ailleurs, puisqu'on a également abordé aujourd'hui la question pas seulement géopolitique mais aussi économique, de géoéconomie, j'aimerais quand même rappeler que sur les 10 principales puissances économiques mondiales aujourd'hui en termes de PIB à parité du pouvoir d'achat, PIB PPA, sur les 10 premiers pays de ce classement, seuls 4 sont aujourd'hui encore des pays occidentaux. C'est important à le noter. Et dans les 5, 10, 15 prochaines années, la part, il y aura encore plus de changements parce qu'il y aura des pays qui ne sont pas encore dans le top 10, mais qui sont juste à côté, qui vont intégrer ce classement, notamment la Turquie, le Mexique, la Corée du Sud, très, très possiblement. Et il y a d'autres pays, notamment et très possiblement la France et le Royaume-Uni, qui vont le quitter ce top 10. C'est aussi un paradigme dont il faut tenir compte, y compris dans le choix que les Africains font de leurs partenaires. Parce que le souci de l'Occident, et pas seulement de la France, mais de l'établissement occidental dans leur ensemble, c'est qu'il y a toujours cette volonté de s'autoproclamer communauté internationale. Mais c'est quoi la communauté internationale? La communauté internationale, dans son ensemble, est beaucoup plus que la communauté occidentale. La communauté occidentale en tant que telle, qui représente une extrême minorité de la planète, ne peut pas parler au nom de la communauté internationale. Et aussi pour les raisons, y compris économiques, que j'ai citées. Maintenant, encore une fois, pour revenir à votre question, quand on connaît ce refus radical de l'establishment français, y compris au niveau de sa diplomatie dirigée par Jean-Yves Le Drian, d'accepter que certains pays anciennement colonisés par Paris, notamment la République centrafricaine, puissent aller dans le sens de la diversification de leurs relations extérieures sans avoir à rendre des comptes à Paris, quand on connaît le lobby qui se passe derrière pour justement nuire à ces processus, quand on connaît les tentatives de déstabilisation de la RCA et d'autres pays qui sont aujourd'hui en train d'observer, qui sont intéressés à suivre cette voie souverainiste et panafricaine, quand on connaît ça, je pense que le parallèle est tout à fait juste, parce qu'effectivement, le réseau obscur de la France-Afrique est loin d'être terminé, sauf qu'aujourd'hui, sauf que prochainement, on va arriver au fait que malgré le refus d'accepter la nouvelle réalité multipolaire, ceux qui la refusent seront tout simplement forcés de la reconnaître et de l'accepter malgré eux. De façon amère, mais ce sera le cas. Voilà, merci pour ce premier jet en ce qui concerne cette question. Merci à vous, Michael Garmandier-Agorov. Le sujet du sentiment anti-français en Afrique n'est pas un sujet à caractère politique. Il s'agit ici des perceptions et des sentiments profondément ancrés dans le subconscient des populations africaines. En réalité, ce sentiment anti-français tire son origine dans le contentieux historique qui existe entre la France et l'Afrique. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.